Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Camille Picasso. Bienvenue. Merci. Camille, on fait partie ensemble d'un groupe d'entrepreneurs et je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu veux bien nous dire un peu qui tu es, euh, ton parcours, ce qui t'amène ici? Ouais. Alors, je suis Camille Picasso, donc j'ai 30 ans. De base, moi, je suis sexothérapeute, avec une dimension tantrique, accompagnement sur la guérison des traumas. Et puis, la vie et la naissance de ma fille ont fait que, petit à petit, je me suis dézoomée de la sexualité et du trauma, même si ça reste quand même des thématiques que j'aborde. Et aujourd'hui, je suis plutôt, on va dire, accompagnante. J'aime dire que j'accompagne des femmes leaders à mettre au monde leurs projets. On fait un travail des profondeurs, c'est clair, dans tous les cas, avec la libération des traumas, tout le travail sur la visibilité, sur les peurs, le fait d'assumer, de porter des gros projets en fait, et de Mm. ah ouais, moi en fait je veux vivre des trucs qui sont gros comme ça et pas juste ce qu'il est facile de vivre en tant que femme dans la société aujourd'hui. Voilà, avec toujours quand même des points un peu tabous comme la sexualité, l'argent, le pouvoir, Mm. etc. Génial. C'est génial que tu fasses ça et je suis super contente du coup qu'on ait cette discussion qui est un peu quand même une sortie de zone de confort pour toutes les deux. Mais voilà, je suis très contente qu'on fasse cet épisode ensemble. Donc aujourd'hui, en fait, on a décidé de parler de sexualité et en particulier d'un type de sexualité qui tourne autour du BDSM. Est-ce que tu as envie de nous partager ce que ça veut dire BDSM et toi ce que tu y mets? Parce que il y a quand même, on va le dire, il y a un gros égrégore négatif dessus, sur ce mot-là. C'est un gros mot, il faut pas en parler, c'est tabou, etc. Bon, de toute manière, la sexualité, c'est un peu tabou en France, hein. Et encore plus là-dessus, alors que c'est vrai que pourtant, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui il y a énormément de libération en fait sur plein de thématiques, sur plein de types de sexualité, mais il reste quand même un gros tabou, un gros, ouais, pour moi, c'est un égrégore négatif en fait là-dessus. Et je sais que chacun aussi, c'est un univers très très large. On a la chance toutes les deux de connaître cet univers pas trop mal. Et c'est un univers qui est très très large et où chacun en fait va piocher ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie dedans. Euh, donc voilà, qu'est-ce que toi tu mets derrière le BDSM Mm. et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est pour toi? Ouais. Alors d'abord, je pense que je vais juste dire ce que c'est parce que tu vois, hier Ouais. soir, j'étais avec un groupe de théâtre et j'ai parlé du BDSM et il y a une nana qui est venue me voir et qui m'a dit mais c'est quoi en fait le BDSM? Donc le BDSM, c'est un acronyme qui veut dire bondage, domination, soumission, sadomasochisme. Je crois que j'en ai oublié aucun. Discipline. Le D, il y a aussi Discipline. discipline dedans. Ok. C'est les doubles lettres. Ouais. Merci. Et donc en fait, c'est vraiment le principe d'une sexualité kink. Donc kink, en traduction littérale, ça veut dire perverse, hein. Donc d'une sexualité transgressive qui n'est pas dans la norme, qui va aller explorer tout ce qui potentiellement n'est pas politiquement bien accepté. Donc il y a, ben voilà, hein, dans ce qu'on disait, le bondage, donc le fait d'être attaché, d'avoir une restriction des mouvements, la discipline, la domination, la soumission. Euh, et le côté sadomasochisme, Mmh. l'exploration de douleur, plaisir et plein d'autres choses parce que bah, y a aussi quand on parle des limites par exemple, j'ai eu une discussion comme ça avec un mec un jour sur un site et il m'a dit c'est quoi tes limites et moi je commençais à lui dire, je lui dis bah, la sodomie sur un premier rendez-vous, la fellation sur un premier rendez-vous et là le mec me répond non mais en fait les limites c'est plutôt Uro, Scato, Blood et le dernier Zoo. Donc en Mmh. fait ça fait aussi partie de la sexualité BDSM et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est vraiment un spectre. Ça peut être le BDSM juste j'aime bien me prendre des petites fessées quand on fait l'amour avec mon ou mes partenaires. Ça peut être j'aime bien me faire un peu étrangler, j'aime être attachée. Ou ça peut être des trucs beaucoup plus hard, donc en lien avec Mmh. d'autres orifices, etc. Ouais, alors on n'a pas discuté de ça, mais en fonction de comment la discussion va tourner, peut-être que ça sera un épisode déconseillé à certains publics, on va voir. De toute manière, je pense pas que j'ai beaucoup de jeunes qui écoutent ce podcast. C'est principalement destiné aux adultes. Mais oui, effectivement, c'est super large et en fait, il y a plein de niveaux différents en fait, d'exploration. Et ce que tu dis sur la thématique des limites, moi, c'est ça que je trouve génial en fait, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'il y a des personnes qui peuvent penser que c'est hyper bizarre ou hyper
horribles, etc. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, il y a vraiment un respect des limites de chacun. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé génial, en fait, enfin, il y a plein de choses que je trouve géniales dans cette culture. La première, c'est vraiment ce truc de, en fait, on pose le cadre, on dit ça c'est ok pour moi, ça c'est pas ok pour moi. Donc du coup, ça demande de se connaître et de savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et du coup de savoir qu'est-ce que l'autre en face. Donc il y a vraiment de la communication qui s'installe. Et en plus, en fait, c'est ok, toi, il y a ça. Bon alors, je vais pas le faire avec les mains parce que sinon sur le sur le podcast, ça va pas. Bon, disons qu'on n'a pas forcément les mêmes limites entre les deux partenaires, mais du coup, c'est celui qui a les limites les plus petites en fait qui vont être respectées. Et une fois que ça s'est posé, après à l'intérieur, c'est ok. Et effectivement, en fait, il y a tellement de pratiques différentes qu'on on peut pas tout aimer, on peut pas tout explorer. Il y a des choses qui nous dégoûtent, qui sont pas ok du tout. Et dedans, il y a des choses qui sont ok aussi. Donc, je trouve que cette thématique des limites est hyper intéressante, moi personnellement. Je sais Ah pas mais toi, ouais. je suis d'accord, je trouve ça profondément libérateur. Tu vois, moi, dans une sexualité vanille, donc classique, potentiellement, je peux avoir du mal à exprimer mes limites. Et je me rappelle, il y a encore voilà, 5 mois au début de la relation avec mon partenaire, il y avait des moments où je devais lui dire, en fait, quand c'était pas OK ou quand j'avais plus envie ou quand là, ça allait trop vite, trop fort. Et je voyais à quel point c'était m'arracher de devoir dire, tu vois. Et il m'avait fait une remarque en disant, ouais, mais t'es sexothérapeute et t'as du mal. Bah ouais, mais je suis aussi une femme avec mes traumas et tout ça. Et justement, ce que j'adore dans le BDSM, c'est qu'il y a ce cadre qui est posé avant. En l'occurrence, avec mon partenaire, là, on a rempli une checklist tous les deux. Donc c'était hyper long, ça nous a pris 3 semaines en tout pour remplir. Ouais. Et donc on avait chacun notre page, on remplissait ce qui était bon, ce qui était pas bon, ce qui était possible, ce qui était vraiment impossible pour nous. Et à la fin, hop, on mettait tout en commun pour voir en fait où est-ce que c'était ok. Il y a des choses qui sont ok pour moi et qui sont pas ok pour lui, et des choses qui sont ok pour lui et pas ok pour moi. Ouais, c'est ça que je trouve très très beau, c'est qu'en fait, malheureusement aujourd'hui dans la société actuelle, il y a beaucoup de choses, en fait, on n'écoute pas forcément le consentement des personnes. Et là, c'est vraiment, un des numéros 1 qui est au centre, c'est le consentement mutuel en permanence. C'est-à-dire que même s'il y a un truc où tu as donné ton accord à un moment donné, je le précise parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter qui ne connaissent pas, ce domaine-là, mais en fait, tu peux avoir donné ton accord à un moment donné sur quelque chose et que ce soit plus OK. Et il y a ce qu'on appelle un safe word, en fait, qui est établi entre les 2 partenaires pour dire: «Stop, c'est pas OK, en fait, finalement». Et donc dans ce cas, tout s'arrête. Et je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans la diffusion de qu'est-ce que c'est que le BDSM. Je pense, tu vois, un truc classique type, Fifty Shades of Grey. Je me souviens d'une scène où, je crois que la fille, elle dit: «Stop», enfin, elle dit son mot «stop» et tout, et en fait, le mec écoute pas. Mais ça se produit jamais dans un cadre BDSM, en fait. C'est Dans et un cadre BDSM sain. sain, exactement. Ça peut arriver comme de partout qu'il y ait des travers. Évidemment, ouais. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un des éléments essentiels et clés et qui fait aussi que, bah, toutes les 2, ça nous plaît, en fait, ce côté cadre, de poser les Ouais. choses. Et d'ailleurs, je précise qu'on en a parlé avec une personne qui pratique pas du tout ça, ensemble, et qu'elle avait dit, je pense que tu vois de qui je parle, qu'elle nous avait dit que pour elle, en fait, ça avait été intéressant de se poser cette question dans sa sexualité, entre guillemets, «vanille», donc plus normale. En fait, vanille, ça veut dire non BDSM pour les personnes qui sont dans le BDSM. Et que du coup, ça lui avait fait se poser des questions sur le cadre qu'elle voulait mettre dans sa relation de couple à elle. Donc ouais, c'est des questions en fait que tu n'as pas l'habitude de te poser dans un cadre, dans un couple classique en fait finalement. Enfin en général. J'ai fait une généralité, mais voilà. Ouais. Ça m'a coupé cette interruption. Attends, j'avais un truc à dire. Au pire, tu feras un Ouais, montage. pas de souci. Ok. Moi j'ai une question. Attends, Oui, pardon. il y avait un truc sur lequel je pensais, je voulais rebondir. Ah oui. Tu l'entends boire de l'eau là? C'est pas grave. Bon, on Sinon, a il un va aller se invité coucher. pour ce podcast qui est le chien de Camille. Qui est mon beau-fils. C'est mon beau-fils. C'est pas mon vrai chien. On va faire un petit Attends, montage. tu fais du montage. Désolée, Pas de souci. j'ai du travail. Chouchou, ça t'a donné soif, le chat. Parce que bon, ce serait à toi de parler, je mettrai en muet, mais... Ok, c'est bon. Allez, panier. Super. Et Donc, oui, du coup, vas-y,
La chose à laquelle je pensais par rapport à ce que tu disais, c'était que, en fait, dans les sexualités qu'on peut voir comme des sexualités plus sacrées, comme les sexualités tantriques ou voilà, un stage de tantra, et ben bien souvent, tu peux avoir des rapports aux autres qui sont pas si sains que ça. Même si on t'invite à poser tes limites, à être vraiment dans le consentement. Ça, moi, c'est une exploration que j'ai vraiment eue dans le BDSM. C'est de voir que j'arrivais dans un milieu qui était considéré comme pervers, perverti, ou voilà, c'est pas, tu penses pas de prime abord que c'est très sain, etc. Et en réalité, tu te rends compte qu'en étant dans ce travail un peu des ténèbres, les gens se sont vraiment posé des questions sur eux-mêmes Mmh. et en fait regardent peut-être leur perversion avec beaucoup plus de clarté. Mmh. Et en fait, comme c'est moins, on est moins dans ce truc de ah ouais, moi je suis lumière, moi je suis sacré, etc. On voit en face nos parts d'ombre, et ben il y a quelque chose de beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique, beaucoup plus dans le respect de soi et de l'autre, j'ai la sensation. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi parce que, bah, on en a pareil, on en a déjà parlé, hors antenne. Mais, c'est vrai qu'il y a tendance à avoir un surtout dans nos milieux d'accompagnement, beaucoup d'être: «Non, mais je suis dans la lumière, je suis saint, je suis le petit ange» et cetera. Mais en fait, on a tous aussi nos parts d'ombre, nos parts un peu, diables. Et en fait, enfin tout ce qui va être émotion désagréable, tout ce qui va être les parties de soi qu'on n'assume pas. Et finalement, ce que je trouve très, très beau et que j'adore moi dans le BDSM, c'est qu'en fait, tu t'autorises à vivre des parties de soi qui sont pas montrables publiquement. Donc tu vas t'autoriser à aller contacter l'humiliation, la honte, la colère, le côté dominant, tu vois? Ou le côté soumis, enfin que tu sois l'un ou l'autre ou les 2, parce qu'il y a des personnes aussi qui switchent entre les 2. Et du coup, tu vas t'autoriser en fait à aller explorer des parts de toi. Tu peux être la connasse, enfin, la salope, enfin, tu vois? Tu peux être vraiment qui Mhm. tu veux et tu vas autoriser toutes ces parts de toi à exister dans un cadre qui l'autorise, avec une personne en face qui est OK pour ça. Et du coup, c'est Ouais. hyper libérateur, moi je trouve. Je sais pas. Ah mais clairement, c'est tellement, tellement fort, je trouve, pour nous, en tant que femmes, de se réapproprier ce côté de la salope, que ce soit du côté dominant ou soumise, à vrai dire. Alors je trouve que pour les féministes, c'est hyper intéressant d'aller se réapproprier le côté soumise, justement. Et c'est drôle parce que ça pourrait être un antagonisme, genre ah t'es féministe et t'es soumise, bah ouais, mais en fait une féministe elle est tout le temps en train de monter au créneau en mode genre je dois défendre mes droits, je dois me protéger, elle se bat en fait vachement. Et là, d'être dans un espace de soumission consentie et où en réalité elle est soumise, mais la soumission n'est-ce pas au final une forme de domination du dominant, tu vois? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. C'est hyper salvateur pour elle. Oui. Et pour les hommes, tu veux Oui, parce rebondir? qu'en fait, je suis d'accord avec toi, mais juste par rapport à ça, en fait, finalement, c'est la personne qui est soumise qui met les limites, en fait, le plus. Donc, du coup, c'est aussi, voilà, c'est une forme de respect mutuel, mais il y a ce côté, effectivement de qui c'est qui a le dernier mot finalement, c'est un peu quand même la personne soumise. Mmh. Mmh. Oui, 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 et puis d'autant plus, moi je trouve que la personne soumise, elle est dans la dévotion et elle se donne pleinement au dominant, mais en réalité, le dominant, il se donne aussi pleinement dans le sens où toute son énergie, son attention et sa responsabilité est tournée au soin, au service de la Ouais, croissance et de l'évolution du soumis ou de la soumise. totalement. Ça, c'est ma vision. C'est pas tout le monde comme ça, hein. Je pense que on est OK apparemment. Totalement. Moi, j'ai envie de rajouter aussi que souvent, pour les personnes qui sont dominantes, que ce soit des hommes ou des femmes, hem, oui, enfin, en fait, les deux côtés n'osent pas trop en parler, mais dans le côté des personnes qui sont dominants ou dominantes, souvent, ce qui leur est, retourné quand ils en parlent et que c'est dans des domaines des personnes qui sont pas, qui ont pas cette bienveillance, en fait, d'écoute et d'acceptation, il peut y avoir le truc de: «Ah mais en fait, tu un pervers narcissique, tu cherches à contrôler les autres, tu as» mais non, en fait, parce que du coup, comme tu le dis, c'est une relation qui est pas égalitaire, mais qui est équitable, hem, Mmh. dans le sens où chacun a des rôles différents et en fait, chacun vient se compléter et ça répond à des besoins différents. Et donc du coup, en fait, d'une certaine manière, c'est une relation où l'un et l'autre viennent chercher à combler certains besoins. Moi, c'est ce que je trouve en tout cas dans cette relation et et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est clair. Ah mais c'est tellement juste. Moi, je vois que dans la dimension soumission, personnellement, je viens chercher le soin de l'autre, l'attention, l'amour, et, et vraiment cette sensation d'être protégée par l'autre. Mmh. Et en face, tu vois,
là actuellement, voilà, j'ai mon partenaire Vanny, donc mon partenaire amoureux, qui s'est mis lui aussi au BDSM et qui du coup va être plus dans une dimension de domination forcément. Et ben lui, je vois que ça lui fait travailler sa posture d'homme. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, dans cette société, aujourd'hui, on a une problématique, c'est que les femmes peuvent potentiellement avoir une dimension castratrice et un peu menthe religieuse, et les hommes, c'est soit des gros connards et des machos, hein, si je fais un gros raccourci que je schématise, soit ils restent dans une posture de petit enfant. Et j'ai vu beaucoup de couples, de mes couples, mais de couples autour de moi aussi, où la femme, à la fin, elle était en mode, mais je suis épuisée de devoir tout gérer et d'avoir en fait un mec qui est Mmh. mon xème enfant et qui ne prend pas ses responsabilités. Donc pour moi, un homme, et en l'occurrence mon homme, qui va dans la domination, c'est aussi une manière pour lui de s'affirmer et pour moi aussi des fois d'apprendre en fait à la fermer. J'adore, j'adore, c'est hyper vrai et aussi je veux rajouter, toujours pour nuancer parce que je pense que c'est important, pour casser les préjugés, mais que c'est pas forcément que dans ce sens-là. Il y a aussi des personnes du coup avec des femmes dominantes, des couples avec des femmes dominantes et des hommes soumis et hem et du coup pour, rajouter auss à ce que tu as dit, parce que tout ce que tu as dit c'est très, très vrai. Ce qui est rajouté en plus, c'est qu'aussi je pense que des fois il y a des personnes, notamment par exemple des hommes, qui vont chercher dans la soumission des, tu sais, le côté: «Je me décharge de ma charge mentale», quand par exemple c'est des hommes il y a beaucoup Mmh. d'hommes d'affaires en fait qui vont voir des dominats pros, j'ai discuté avec plusieurs personnes comme ça, qui vont voir des dominats pros pour en fait se libérer de leur charge mentale parce que en fait d'un certain côté, tu vas dans le lâcher prise et à l'inverse, tu vois des femmes aussi qui peuvent aller sur le côté, dominat, pour se réapproprier, bah, soit une part yang, soit une part de puissance, tu vois? De se recontacter avec, avec leur puissance et voilà et c'est ce que j'adore, c'est que tout est accepté, du moment que c'est consenti mutuellement, en fait et je trouve Mmh. qu'en termes de communication, en termes d'écoute de soi, ça amène énormément de choses. En fait, tu es obligé d'avoir fait un travail d'écoute de toi, d'écoute de tes besoins pour pouvoir avoir une relation comme ça. C'est clair. Mais ne serait-ce que juste, si tu remplis la checklist, rien que ça, tu vas en fait te poser des questions Alors, ça fait qui 2 rendent. fois que tu parles de checklist. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui voient pas trop de quoi tu parles? Alors, quand on envisage des relations BDSM, on peut le faire de manière voilà, très fluide et on y va et on fait l'expérience, ou alors on peut le faire de manière plus codifiée. Et dans ce cas-là, il y a plein de choses et la relation BDSM peut être très codifiée avec notamment donc cette fameuse checklist que je vais expliquer, avec le don de sa soumission du soumis au dominant qui va en fait lui venir lui dire voilà, j'aimerais t'offrir ma soumission, est-ce que c'est ok pour toi? Ça, il faut le savoir aussi que c'est le soumis qui à un moment donné a ce pouvoir de choisir son Mmh. dominant avec potentiellement la rédaction d'un Mmh. contrat aussi qui permet d'unir les 2 parts. La checklist, ça va être en fait une liste de questions ou la liste des pratiques qui peuvent être abordées dans le BDSM. Donc ça peut être des choses très simples entre guillemets comme ben, être attaché, avoir des menottes en cuir, des menottes en métal, c'était cuir, non c'est pas cuir, c'est Oui, caoutchouc, cuir, enfin, il y a je sais plein de plus. Enfin bref, on s'en fout. Et aller sur des trucs hyper hard aussi. Et ça permet vraiment de se poser la question. Parce que ce qui est hard pour moi sera peut-être pas hard pour toi, ou ce qui est hard pour toi sera peut-être pas Mmh. hard pour moi. Et en fait, que tout soit bien posé comme ça, et que vraiment on ait lu la question noir sur blanc, et qu'on ait été obligé à un moment donné de se dire est-ce que cette pratique, elle est OK pour moi? Est-ce que cette pratique, elle est excitante? Est-ce que cette pratique, elle me fait peur? Est-ce que cette pratique, elle me dégoûte? Parce que autant une pratique va m'exciter, et en même temps, elle va aussi me faire peur et me Mmh. dégoûter. Totalement. En fait, c'est qu'est-ce que tu vas rechercher là-dedans? Encore une fois. Par exemple, si jamais tu vas chercher, des choses qui te dégoûtent, tu vas contacter en fait l'émotion et les sensations que le dégoût va te procurer et peut-être que justement ça va te permettre d'aller à fond dans cette part d'ombre pour pouvoir mieux révéler ta pleine lumière. C'est ça que j'adore, c'est le le fait d'aller explorer, plein d'ombres et plein de choses qui sont pas très agréables, de les vivre pleinement, de les accepter en fait et du coup derrière, et effectivement après tu peux avoir des choses qui vont être très, très humiliantes et en fait après encore une fois ça dépend des personnes. C'est-à-dire quelque chose, comme tu disais, qui va être humiliant pour toi, va pas l'être pour moi. Mais du coup, ça va te permettre de révéler et d'ouvrir, en fait, heu, d'accepter cette part-là et donc du coup de se révéler autrement et pour le coup, je trouve que c'est hyper sain, en tout cas alors pareil, c'est pas des choses alors petit, warning, c'est pas je dis pas que c'est bon pour tout le monde et cetera, hein. Chacun, a besoin de trouver ce qui lui convient. Mais moi, je trouve ça hyper sain dans ma pratique d'accompagnante, en fait, d'aller explorer des faces sombres de moi
des phases qui sont pas acceptées, pour pouvoir d'autant plus, être dans ma lumière et dans de l'écoute et dans de la bienveillance dans les accompagnements. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mmh. C'est clair. C'est vraiment Est-ce que je peux parler d'une pratique qui est un peu plus Vas-y. subversive? C'est sans tabou OK. aujourd'hui. Enfin, en général, de toute manière, mon podcast, je le veux sans tabou. C'est aussi pour ça que je t'invite et qu'on parle de ça, hein. Cool. Ce matin, j'étais, en ligne avec mon psy et on parle justement, voilà, de sexualité, on parle de tonnes d'autres choses et il me parle d'un de ses, de ses clients qui en fait, lui, ben, son vraiment pour avoir une érection, il avait besoin de se faire poudrer les fesses avec du talc et de porter une couche. C'est une pratique du BDSM. Honnêtement, j'aurais entendu ça il y a 3 4 mois, j'aurais été un peu en mode genre: «Oh my god, c'est dégueulasse» et ça aurait éveillé du dégoût en moi. Aujourd'hui, le fait de l'avoir lu déjà plusieurs fois sur la checklist ou de l'avoir lu sur des forums en fait de BDSM, je suis là: «Ben, écoute, ouais, si ça Mmh. l'excite». Je vois aussi la dimension psy en mode, OK, qu'est-ce que ça vient réveiller en lui? Mais comme moi, quand je me fais, potentiellement frapper par mon partenaire, je vois les traumas potentiellement ou la relation que j'ai eue avec mon père ou le rapport à la violence que j'ai eu Mmh. avec le masculin, que je viens rejouer de manière Ouais. consentie. Et justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ça parce que, bah, voilà, on est toutes les 2 dans l'accompagnement. Moi, je parle beaucoup de guérison, toi, tu parles beaucoup bah, de sexo, et du coup et de trauma et du coup, j'ai envie de te demander un peu justement, toi, le lien que tu fais, avec ces thématiques et comment est-ce que tu les vis toi? Sachant qu'encore une fois, c'est notre angle de vue et que c'est pas l'angle de vue de tout le monde, que c'est je préfère refaire des warnings régulièrement parce qu'encore une fois, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas du tout dans le domaine de l'accompagnement et qui pratiquent ce genre de sexualité et je pense que c'est pas la même manière de la vivre. Mais nous, c'est comme ça en tout cas qu'on la vit toutes les 2 donc je pense que c'est intéressant, Mmh. voilà, si tu veux. Ouais. Ouais, puis tu vois, sur un forum, moi, j'étais intervenue parce qu'il disait: «Le BDSM n'est pas thérapie». Bah, en réalité, moi, je trouve que le BDSM est thérapie, mais pour moi, Mmh. tout sera thérapie, quoi. La relation au chien, ce sera la thérapie, la relation à ma fille, le fait d'aller faire du théâtre, c'est de la thérapie. Oui, parce qu'on a Et cette approche-là du aussi coup, nous, en tant c'est ça. qu'accompagnante de ressentir énergétiquement les espaces qui peuvent être thérapeutiques. Mais effectivement, sinon, Mmh. enfin, ça tout dépend comment on voit les choses, quoi. Mmh. Du coup, je pense que si tu viens dans une relation, mais qu'importe la relation, on va dire, mais encore plus dans le BDSM, en mode, complètement, blindsided, genre, à l'aveugle. Je vais pas regarder, ce qui était juste ou pas pour moi. Je suis pas capable de poser mes limites et je suis en mode genre, on me propose un truc, j'y vais et à vrai dire, je ne me pose même pas les questions dont on a un peu parlé, la question de la checklist, la question de est-ce que c'est juste ou pas pour soi. Il y a des gens, hein, vraiment qui vont dans des munch, dans des soirées BDSM ou qui vont dans des soirées bandage, qui se retrouvent à faire des trucs de fou, mais ils se sont même pas potentiellement posé la question. Là, on vient clairement revivre un trauma et on risque potentiellement de se retraumatiser. Alors que je trouve que si tu y vas vraiment avec cette approche de Hum, est-ce que c'est bon ou pas, d'aller écouter, d'aller sentir aussi à chaque instant, parce qu'en réalité, on flirte constamment Bien sûr. avec nos limites. On se retrouve à avoir des propositions où bah, potentiellement on peut perdre un sens, on voit plus, ou alors on n'entend plus, ou on est attaché donc on peut plus vraiment toucher. Et en fait, on est sur la limite, mais on sent OK, est-ce que je peux y aller ou pas? Et le fait que le cadre soit posé, c'est hyper sécurisant, donc ça nous permet de repousser cette limite aussi. Je sais plus, si je réponds à ta question ou pas, j'ai Non, perdu le fil c'était de oui, la cette question. question d'effectivement, de comment est-ce que tu fais le lien avec les traumas et les Mmh. guérisons, possibles, en fait, à ce sujet? Ouais. Ouais. Bah, du coup, moi, là où je vois que ça vient profondément guérir, c'est potentiellement de rejouer, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, cette violence que, j'ai pu, vivre ou ressentir et de me retrouver, voilà, dans des scénarios. Potentiellement, par exemple, je peux être forcée, mais qu'aujourd'hui, c'est profondément consenti. Alors là où la nuance est plus fine et où j'ai pas encore de réponse, c'est, est-ce que le fait de trouver de l'excitation dans la violence ou dans, un scénario, de forcé, est-ce que, ça parle du trauma? Est-ce que c'est un entre guillemets «un mauvais engrammage» dans ma tête en mode, le circuit neuronal, c'est douleur égale excitation Ouais. égale plaisir, tu vois? Ou viol égale excitation égale plaisir. Et là, vraiment, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais qu'en fait, c'est actuellement sur mon chemin de guérison et que peut-être en avançant et en guérissant toujours plus et par exemple, en transcendant la relation à mon père et à ce que j'ai vécu pendant l'enfance, je pense que j'aurais potentiellement plus autant d'excitation dans Mmh. ces pratiques.
mais qu'actuellement j'ai besoin de vivre ça en me sentant maîtresse. Je vois. Ouais, c'est intéressant. Alors pour moi, tu vois, j'ai, pas exactement la même, vision des choses, mais c'est complémentaire un peu, je pense. Pour moi, en fait, tu viens donner ton consentement sur des pratiques et encore une fois, tout le monde va pas être masochiste. Enfin, toutes les personnes soumises vont pas être masochistes. Donc il y a des personnes qui vont être soumises et qui vont jamais, jamais utiliser la douleur. Tous les dominants sont pas forcément sadiques. Je le dis parce que c'est vraiment très différent en fait. Toutes les personnes vont pas forcément aimer être attachées. Quand on parle de pratiques hard dont on a parlé, enfin ça représente peut-être 1 de la communauté BDSM en fait. Donc voilà, il y a quand même, quelque chose qui est très, très large comme spectre et je tiens à le repréciser. Mais pour moi, en fait, quand tu vas te dire: «Ça, c'est OK pour moi» et que tu vas accepter de vivre un scénario, puisqu'en fait, c'est beaucoup du jeu. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, c'est de la mise en scène. Mmh, Tu viens incarner des tout à fait. personnages, en fait. Tu viens incarner, voilà, comme on disait, des parts de toi, donc la salope, la connasse, la dominante ou la soumise et cetera et cetera et en fait, finalement, en venant jouer cette pièce de théâtre, ce scénario qui est mis en place, puisque souvent, c'est sous forme de scène. Après, il y a des gens qui pratiquent aussi le BDSM toute la vie, H24, et cetera, c'est un autre truc. Mais quand tu fais une scène comme ça, tu as donné ton consentement pour certaines choses et tu acceptes de vivre des situations avec ton plein consentement. Et finalement, pour moi, j'ai senti, quand j'étais dans la position de soumise, puisque moi j'ai eu la particularité d'avoir expérimenté les deux, que ça venait en fait guérir des choses que j'avais vécues qui étaient violentes ou qui étaient pas OK pour moi, qui avaient dépassé mes limites, qui avaient dépassé mon consentement dans le passé, mais de les vivre avec quelqu'un avec qui je me sens en confiance et de dire: «Ça, je suis OK pour le vivre». Et ben, en fait, ça vient me réconcilier et me guérir cette partie-là. Et même, j'irais même plus loin parce que pardon, tu voulais rebondir? J'allais dire complètement parce que Mmh. en fait, moi, c'est ce que je fais, quand on fait de la guérison de trauma. Potentiellement, on va revivre la situation, sauf qu'aujourd'hui, en tant que thérapeute, je suis avec la personne et puis la personne elle-même est avec Mmh. celle qui a vécu le trauma. Donc en fait, c'est clairement la même chose, c'est tu crées un environnement de confiance, tu es avec un autre bienveillant et tu Mmh. vas, libérer Totalement. ce qu'il y a à libérer. Et ouais, du coup, je voulais aller plus loin. C'est que pour moi, il y a aussi des guérisons de, mémoire, karmique sur plusieurs vies, en fait, qui se font. Et je sais qu'on a toutes les 2 cette approche aussi, énergétique, mais pour moi, il y a des choses aussi, par exemple, avec le partenaire, qui ont pu être vécues parce qu'évidemment, ça dépend des couples, en fait, mais il y a des choses qui ont pu être vécues dans d'autres vies, à 2 ou bien tout seul et qui ont besoin d'être transcendées. Et du coup, le fait de venir vivre ces situations ou d'avoir envie de vivre ces situations, finalement, ça vient en fait, réveiller, des mémoires et venir les transformer et les transcender, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a une partie très Mmh. très spirituelle aussi à travers la connexion, en fait, que tu crées avec ton partenaire. Parce qu'il faut le dire quand même, c'est que c'est des relations où la communication est hyper importante et le lien qui est créé entre les 2 partenaires est vraiment très, très fort. Oui et ça va même au-delà d'un lien des fois, amoureux ou Mmh. relationnel classique, parce qu'on va explorer des espaces de nous tellement dans le transgressif d'une certaine manière ou qui vont tellement loin. Alors c'était intéressant tout à l'heure quand tu mettais le warning. C'est vrai que en fait, je me rends pas bien compte parce que moi quand je Mmh. parle, bah, je parle de mon expérience, donc de mon expérience de masochiste, de soumise, de personnes qui aiment le bondage aussi. Et je me dis en fait peut-être que déjà ça va loin en fait dans cette exploration. Hem, j'ai perdu le fil. On parlait de Je communication. disais quoi? Ah oui, je disais que la relation à l'autre, oui, potentiellement, va beaucoup plus loin parce que tu vas vraiment dans des espaces de toi. Enfin, moi, il y a des moments où j'ai vécu des choses, je me sentais profondément en PLS émotionnellement. Je sentais le truc de toute ma structure qui se mettait en branle et comme si tout d'un coup, on venait bouger qui j'étais, mon identité, ce que j'avais construit de moi. En l'occurrence, moi, j'ai un besoin d'avoir une image extérieure, dans l'image que j'envoie, propre, vraiment parfaite. Donc il faut que je sois propre, il faut que je sois plutôt bien épilée, et qu'il n'y ait pas de sécrétion, pas d'odeur, tout ça. Et donc en fait, quand on vient me challenger sur ça, ça vient faire bouger vraiment un truc de manière très profonde. Donc c'est normal. Après avoir été bougé comme ça et avoir été loin dans mes limites et même voilà dans des choses de mon identité, que j'ai besoin
de me reposer en sécurité, d'être accueillie, d'être Mmh. aimée d'une certaine manière par mon partenaire, même si ce n'était pas mon partenaire amoureux, même si c'était qu'un partenaire de jeu. L'autre, il te reçoit dans une profondeur, Ouais. que des fois on n'a même pas dans nos C'est relations, des choses qui se amoureuses. créent, hein, sur du temps évidemment, mais c'est vrai que ça peut être aussi rapide, comme de créer ce lien. Par contre, c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant ce que tu partages. J'ai envie de mettre, quelque chose en lien avec la posture du dom, du coup, de la personne dominante. Hem, c'est que justement, tu vois, tout à l'heure, je disais, des fois, il y a des personnes qui vont penser que c'est quelqu'un de pervers narcissique ou de sadique et cetera. En fait, pour moi, quelqu'un qui va être un bon dominant ou une bonne dominante, c'est quelqu'un qui va avoir cette bienveillance parce qu'en fait, avant tout, ce que tu veux, c'est le bien-être de ton partenaire, en fait. C'est son plaisir, et il y a vraiment une notion d'accompagnement et d'écoute subtile de l'autre, d'écoute subtile de ses limites. Mmh. Moi, je sais que quand je me retrouve dans la position de dominante, je suis dans une écoute vraiment de: «OK, quel est le» et puis ben, ça, c'est parce que c'est ma posture d'accompagnante aussi, mais quel est le degré subtil, auquel je sens que, c'est peut-être pas si OK que ça et comment est-ce que je fais pour accompagner cette personne? Et d'ailleurs, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que toujours, après une séance de jeu comme ça, il y a ce qu'on appelle un moment de aftercare, où dans l'aftercare, en fait, on prend soin l'un de l'autre. Parce que voilà, en fait, effectivement, comme tu dis, on joue avec les limites, on joue même des fois peut-être avec des traumas. Et en fait, il y a besoin d'être dans un moment de douceur, de recentrage, de prendre soin l'un de l'autre. Et je tiens à préciser aussi que ça peut réveiller des traumas chez la personne dominante, pas que chez la personne soumise. Euh, donc, du coup, c'est Mmh. super important d'avoir ce moment de partage après, de débrief. Encore une fois, la communication est vraiment essentielle pour moi dans ce genre de relation et ça crée des choses qui sont très très belles. Mm. Ouais, ouais, c'est clair et c'est vrai, hein, l'empathie et la sensibilité, c'est, 2 qualités qui Mm. pour moi sont essentielles, Mm. chez le dominant. Et tu vois, c'est marrant, tu disais que toi, du coup, ta posture d'accompagnante venait nourrir cette posture dominante. Et moi, quand je vais dans la posture de soumission, justement, j'essaye de sortir de cette posture d'accompagnante, de ne plus être dans la suranalyse de l'autre, dans la surcompréhension. Parce que je sais que même c'est un de mes schémas de contrôle de l'autre, que parfois j'écoute, j'essaye de comprendre, j'analyse l'autre, mais pourquoi en Mm. réalité? Pour me sentir en sécurité, pour potentiellement manipuler, c'est pas beau, hein, mais c'est des parts inconscientes de moi. Mais du coup, dans ces rapports de domination-soumission, je cherche vraiment à lâcher ça. Donc, on fait un petit montage parce que en fait, on vient de penser que j'étais en train de subir un tremblement de terre, mais en fait, c'était la machine à laver. Donc, on s'est un peu déconcentré avec Camille. Mais du coup, pour revenir sur la thématique, effectivement, on parlait du fait que la personne soumise, ben, finalement, pour reprendre un peu ce que tu disais, mais avec d'autres mots, en fait, moi, je sais que quand je suis dans cette posture-là, je viens chercher justement le lâcher prise. Alors que la personne qui est dominante, elle vient chercher le côté contrôle. Et du coup, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien explorer les deux. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, en fait, quand tu es dans la posture de soumission, de soumis ou de soumise du coup, tu es vraiment dans le lâcher prise et en fait, laisser l'autre décider. Donc ça décharge aussi de charge mentale, de certains choix, comme on disait tout à l'heure aussi. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que tu peux être soumis ou Mmh. soumise en surface et qu'en réalité, tu te rends compte que tu as tellement de manières de contrôler la situation, de contrôler l'autre, comme je disais, moi, en suranalysant, en étant dans l'empathie, dans la compréhension, Absolument. c'est une manière de contrôler l'autre, mais aussi avec nos émotions. Ça peut être le fait de, hop, d'entrer dans une posture de victime ou de se mettre à pleurer, ben, consciemment ou inconsciemment, ça peut être une manière de contrôler la situation. Et donc de se dire, ah ouais, en fait, je lâche prise, mais pas tant. Ok, comment je peux aller un degré plus dans le lâcher prise, vu que c'est Mmh. ce que je veux explorer. Merci. Hem, alors j'ai une question, je ne sais pas trop comment la poser exactement, mais hem, je sais à quel point c'est difficile d'assumer cette sexualité. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu, faire ce podcast ensemble? Bah, déjà parce qu'on en parle souvent en off toutes les deux et que nos discussions, je trouve ça hyper exaltant, super agréable et en fait ça normalise un truc. Après en fait c'est parce que comme ces temps-ci c'est très présent dans ma vie, c'est quelque chose dont je parle facilement en fait, plus ou Mmh. moins à tout le monde. Et, et en fait il y a pas de honte. Je trouve ça important et toutes les deux on est quand même dans ce truc de, au-delà de la transgression des tabous, de dire regardez ce qu'on croyait être Mmh. tabou en fait c'est pas si tabou.
et ça peut être normal. Et il y a plein de gens qui vivent des sexualités dites transgressives ou ouais, qui sont pas dans la norme, que ce soit du libertinage, que ce soit le fait d'avoir plusieurs relations ou du BDSM, ou j'imagine qu'il peut y avoir peut-être d'autres choses que je connais pas encore. Et en fait, Mmh. c'est bon, lâchons le truc, quoi. Merci. Bah, tu vois, pour moi, je vais te dire pourquoi c'était important de te recevoir. C'est rigolo parce que d'habitude, c'est quelque chose que je propose au début un peu comme, comme introduction, mais je trouve que ça a bien sa place maintenant. En fait, moi, je sens que, tu vois, un des trucs qui me tient vraiment à cœur, c'est, le fait de s'assumer. Je pense que moi, sur mon chemin de guérison personnelle aussi par rapport à la maladie, mais le chemin de guérison de notre âme, en fait, sur lequel on est tous, il y a vraiment cette thématique de retrouver qui je suis vraiment et en fait, ça passe par assumer toutes mes facettes. Donc notamment assumer cette facette-là. Mmh. Et tu vois, dans mes accompagnements, par exemple, je parle beaucoup de la question de, ce qui est visible et ce qui est invisible, ou des contrastes comme ça, tu vois? De quelles sont les parts d'ombre, les parts de lumière et je pense que ça a entièrement sa place, tu vois? Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit: «Oh mais tu vas pas faire un épisode sur ça quand même?» Bah si, tiens, justement, parce que, bah, moi j'aime bien les défis et puis, pour le coup, je pense que c'est important justement de montrer que, c'est pas forcément quelque chose, moi, pour le coup, dont je parle, tu vois, d'un point de vue professionnel, mais ça a toute sa place dans ma vie et en fait, c'est trouver la juste place des choses, tu vois? Hem voilà, donc c'est pas voilà, c'est des thématiques comme ça qui sont à partir du moment où tu l'as assumé, tu lui arrives à lui trouver la juste place et bon, je vais parodier McDo, hein, mais Oui, oui, soyez, vous-même, en fait. Enfin, venez comme vous êtes et je pense que c'est le meilleur moyen ouais, de se sentir bien avec soi-même. ouais. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que j'ai rencontré un mec via un forum et le gars, il le disait très ouvertement, hein. En gros, de manière publique, c'est Monsieur Parfait sans histoire. Les petites chemises, les petites. Vraiment, c'était incroyable. En plus, il travaillait dans un milieu Mmh. assez sensible qui est le milieu militaire. Par contre, il avait une sexualité hyper transgressive. Et là, pour le coup, sur le spectre, il était bien avancé, tu vois. Et c'était ouf de voir que ses amis n'avaient pas conscience de sa sexualité. Les seules personnes qui en avaient conscience, c'était ses partenaires sexuels. Et pour moi, ça, Mmh. je trouve ça limite problématique. Parce qu'en fait, le fait que ce soit... Alors, d'une certaine manière, c'était compartimenté, tu vois. Ce serait refoulé, ce serait encore pire. Mais je me dis, à un moment donné, il le vivait apparemment comme un jeu. Mmh. Mais, tu vois, je suis d'accord avec toi que le fait d'assumer ça et d'en parler, que ce soit de manière publique ou pas, d'une certaine manière, c'est aussi s'autoriser Mmh. à vivre ça et Totalement. à être Après, je ça. sais aussi que nous, on a la chance d'avoir des communautés qui sont très bienveillantes, et justement, tu vois, qui sont dans le respect, dans la bienveillance. Je pense que c'est pas le cas partout non plus mais que c'est important de garder ce fil rouge, en fait, ce fil d'or, peut-être même, de communication, et donc de trouver des personnes avec qui en parler. Parce que si jamais tu restes isolé et que tu gardes ça, comme tu disais, tu le refoules ou bien que tu en parles pas et que ça reste vraiment complètement coupé de tout le reste et ben, en fait, tu as un risque de vriller, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors que si jamais tu as un moyen d'en parler, des personnes de Mm. confiance, donc c'est un appel. Camille et moi, on est ouvertes à la discussion sur ce genre de thématiques et pour des mises en lien aussi, si jamais il y a besoin, parce que je pense que c'est un vrai, comme voilà, c'est comme tous les sujets tabous, en fait, je pense que c'est important de savoir, quels sont les interlocuteurs avec qui, c'est possible d'en parler. Mmh, Ouais. Et puis surtout, en fait, totalement. il n'y a rien de honteux. À un moment donné, c'est juste une manière de Merci. vivre sa sexualité. Est-ce que tu as autre chose que tu as envie de rajouter à ce sujet? Ben, peut-être que, tu sais, quand on pense au BDSM, très souvent les gens disent ouais, cuir, cuir, moustache, on voit un truc voilà, qui fait très peur. Et en réalité, ben, ça peut être aussi quelque chose de très simple. Et je pense que voilà, on met des étiquettes BDSM, tantra, tout ce que tu veux, mais c'est juste suivre ses désirs et Mmh, ses envies du moment. merci. Ouais, très simple, très beau, en fait. Mm, Merci ça Camille. peut l'être. Ouais. Hem, Est-ce Merci à que, toi. tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as des choses à partager sur, ce que tu proposes en ce moment? Euh, alors, on peut me retrouver sur Instagram, évidemment, sur mon site internet. Je propose donc un accompagnement qui sera soit personnel pour venir libérer les traumas et s'autoriser à incarner la personne qu'on a envie d'être ou qu'on est déjà profondément à l'intérieur de soi.
et un accompagnement plus professionnel pour faire ça et en même temps aller faire grandir un projet professionnel. Après, ces temps-ci, je suis pas mal hors réseau et dans la vie, dans la vraie vie, avec notamment l'écriture d'un spectacle, qui est mon gros challenge du Génial. moment. Voilà. J'ai hâte de te retrouver sur scène. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment ensemble. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet et sur plein d'autres. Et puis j'espère que ça aura apporté, bah, je sais pas, une touche d'ouverture ou de curiosité pour les personnes qui nous auront écoutés. En tout cas, si jamais vous voulez nous faire des retours sur cet épisode, c'est bienvenu voilà, à travers Instagram. Je pense que moi, c'est là où je suis la plus active. Et puis Camille, probablement aussi, peut-être pour prendre contact. Je sais pas. Super. Un Oui, petit c'est mot de très la bien. fin? Merci beaucoup. Non, juste merci, c'était trop bien. Je suis ravie d'avoir abordé tous ces sujets avec toi en live et non plus par échange de Merci beaucoup, messages. Camille. À bientôt tout le monde. Au revoir.